tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour le bilan du mois de mai. Alors oui, je suis toujours dans mon salon, tout simplement parce que j'ai pris du retard dans les travaux. Parce que j'ai eu la flemme, voilà, la pièce est détapissée, il faudrait que je me mette à la peinture, ce que je n'ai toujours pas fait, donc je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Donc normalement, le bilan du mois de mai sera fait dans la nouvelle bibliothèque. Enfin, je vous dis ça à chaque fois, mais je suis pas sûre que je vais... Enfin voilà, je vais bien finir par la faire un jour. Le mois de mai aura été surtout un mois de lecture numérique. J'ai lu 16, mais il y en a qui comptent pour deux. Ouais, c'est ça. 16 romans, majoritairement des livres numériques. Il faut dire que je suis partie en vacances en début de mois, donc je n'ai amené que ma liseuse. Et j'avais pas mal de SP ou de romans qu'on m'avait passé par les auteurs, ou bref, de manière diverse. Du coup, c'était beaucoup de livres numériques. Les challenges du mois. Le challenge de Nikita, c'était moins de 2 mois dans ma palle, donc je n'ai compté que les romans papier. Donc les 5 romans papier que j'ai lus ce mois-ci rentrent dans ce challenge, donc moins de 2 mois dans ma palle. Et le challenge Tinker pour le prince, c'était... alors voilà, j'ai caché mon cahier, je vois plus. Donc accro, donc c'était des bêtes accros, des vampires, des loups-garous ou n'importe quoi en rapport avec de la bitlite. Donc moi j'ai choisi un loup-garou. Je vous en reparlerai d'ailleurs un peu plus tard, c'est un de mes romans papier. C'est parti tout de suite pour ce bilan du mois de mai. J'ai commencé dans l'avion qui m'a mené chez mes neveux avec Jamais sans lui de Cathy McGarry chez Mosaïque que j'ai sollicité sur NetGalley. J'avais lu le premier tome de cette série il y a quelques temps. Alors je vais prendre mon autre cahier qui me sert pour mes notes. Celui-ci, dans mon cahier de lecture, parce que je ne me rappelle plus du nom de la série. Et ben j'ai pas noté. Voilà, donc c'est super. Je suis persuadée d'avoir noté. Donc c'est le 3e tome. Moi j'avais lu le premier qui était Hors Limite, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en fait quand j'ai commencé Jamais sans lui, j'ai pas fait gaffe que c'était la suite. Alors le tome 3 parce qu'il y a un tome 2 au milieu mais qui est sur un personnage que je n'aime pas plus que ça, donc je pense pas le lire. Ce tome 3 du coup c'est l'histoire de Rachel et Isaiah. Isaiah qu'on a déjà vu dans le tome 1 et a priori qu'on voit beaucoup plus dans le tome 2, qui est donc le petit frère entre guillemets de Noah, qui est le héros du premier tome, donc de Hors Limite. Quand je dis entre guillemets, c'est parce qu'ils sont tous les deux dans la même famille d'accueil. Et un peu comme Noah, Isaiah, ça c'est sombre, même si c'est pas si sombre que ça, et c'est au final plus Rachel, qui elle vient d'une famille riche, qui a le passé le plus sombre des deux. Comme dans le premier tome, j'ai beaucoup aimé l'opposition entre les deux personnages et le fait justement que ça ne soit pas, je suis désolée, que ça ne soit pas celui qu'on pense qui a le plus de problèmes au final, et non pas le bad boy, mais la petite fille riche, et c'était vraiment sympa. J'ai retrouvé Echo et Noah, donc les personnages du premier tome que j'ai beaucoup aimé. Le 4 m'attire moyennement, j'avoue que c'est plutôt le 5 qui me donne envie, qui est sur un personnage, donc Abby, qu'on a dû voir dans le 2, je me rappelle plus si on l'avait déjà vu dans le tome 1, mais qu'on voit beaucoup dans le tome 3, donc c'est surtout l'histoire d'Abby que j'ai envie de lire. Mais je pense que je lirai le tome 4 juste par curiosité. Et donc pour ce roman de chez Mosaïque, Jamais sans lui de Cathy McGarry, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite craqué sur Comment réparer un cœur mécanique de J.C. Lillis chez Lillis chez Bookmark. La couverture m'a vraiment fait de l'œil quand il est sorti, et le résumé m'a vraiment donné envie de le lire, donc je l'ai craqué et je l'ai acheté avant de partir. C'est l'histoire de Abel et Brandon qui sont donc fans d'une série de télé un peu fantastique avec un capitaine de vaisseau et un androïde. Et chacun est gay d'ailleurs de son côté. Ils sont gays tous les deux? Oui, ils sont gays tous les deux. Et chacun est amoureux d'un personnage, et en fait ils tiennent un vlog qui critique les fanfics qui sont écrits majoritairement par des filles sur ces deux personnages là, et décide de partir suivre une convention qui a lieu dans plusieurs villes des États-Unis sur cette série, et de poser la question à chaque acteur de la série qui sera présent à ces conventions, de savoir si les deux personnages peuvent vraiment avoir une histoire, parce que le dernier épisode de la saison laissait sous-entendre qu'éventuellement ils pourraient avoir une histoire. J'ai beaucoup aimé cet univers parce que c'était sur la fanfiction. Alors j'ai appris plein de termes, j'ai appris plein de choses sur la fanfiction, c'était vraiment sympa de voir
aussi bien les garçons qui ont donc leur vlog où ils critiquent les fanfics écrits par des filles, que la communauté des filles qui sont vraiment très très à fond et vont se rendre compte en fait qu'il y a une communauté qui a créé une fanfiction sur eux deux, donc sur Abel et Brandon. Sachant qu'Abel a déjà un copain et que Brandon est secrètement amoureux d'Abel. Le truc super. Et de fil en aiguille, il va se passer plein de choses et c'était vraiment sympa. Alors j'ai un peu comparé un tout petit peu à Simon. Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli, pardon, dont je vous ai beaucoup parlé. Parce que c'est la même tranche d'âge, c'est la même légèreté, la même ambiance que j'avais trouvé dans ce roman donc de Young Adult, qui est vraiment sympathique. Et les personnages de Abel et Brandon sont très intéressants, j'ai beaucoup ri et c'était très émouvant, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, une jolie surprise. Et donc pour Comment réparer un cœur mécanique de J.C. Lillis, ce sera 4 étoiles. J'ai été contactée par les éditions Voyelle lors du salon du livre qui avait publié en fait Harper et X de Cyrène Delan que j'ai lu il y a quelques mois, donc qui m'avait été proposé directement par l'auteur. Les éditions Voyelle m'ont proposé Les enfants du passé de Luce Baster, donc qui est un roman dont le résumé m'intriguait beaucoup. C'est l'histoire de Jaël qui est un humain qui a été modifié génétiquement pour vivre plus longtemps. En fait, il est plus ou moins immortel. La Terre menacée d'extinction, blablabla, donc ils ont formé des humains pour aller conquérir d'autres planètes. Donc il fallait qu'ils survivent genre des milliards d'années, forcément. Des millions d'années, enfin bon, super longtemps pour trouver notre planète. Et Jaël donc était un de ces enfants qui ont été perfectionnés, et aujourd'hui il est pirate dans l'espace, et il va acheter au marché aux esclaves Oshi, qui est donc un esclave humain. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de créatures dans cet univers, alors on est purement de la science-fiction, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Star Wars. Il y a des créatures humanoïdes, alors insectoïdes. J'avoue que j'ai eu du mal à les visualiser, je les visualise d'ailleurs toujours pas. Parce que Jaël lui-même a des enfants qu'il a eu avec un insecte. Ouais, c'est un peu bizarre. Bref, et donc il a un fils qu'on va beaucoup voir qu'on va beaucoup suivre dans le roman, qui est moitié insecte, moitié humain. Alors je ne visualise pas du tout, hein, j'avoue, je ne sais pas du tout à quoi ça peut ressembler, mais bon, ça mis à part. Si vous aimez la science-fiction, n'hésitez pas. Et c'est une très jolie histoire parce que au-delà de l'histoire entre Jaël et Oshi qui vont doucement là, apprendre à se connaître, même si Jaël l'a quand même acheté en tant qu'esclave, même s'il ne veut pas d'un esclave, bref. Il y a toute une histoire derrière avec des enfants qui sont vraiment bizarres, qui ont un comportement spécial. On se rend compte que c'est une histoire de clonage qui est vraiment très bien faite. Voilà, c'est un univers que je n'ai pas l'habitude de lire, c'est un genre littéraire que je ne lis pas mais que je regarde. Hein, je suis pas, voilà, Star Wars et compagnie, j'ai grandi avec. Donc j'ai vraiment apprécié le style de l'auteur que je ne connaissais pas et cet univers qu'elle a écrit avec moult détails et qui m'a vraiment donné envie de lire la suite, même si a priori ce serait plutôt un préquel qu'elle sera en train d'écrire. Mais vraiment c'est très intéressant, la romance est en second plan mais elle est toute mignonne. Et l'histoire m'a vraiment entraîné très loin dans la science-fiction et la fantasy. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Et donc pour Les enfants du passé de Luce Baster, ce sera 4 étoiles et demie. Je sais pas comment je vais les dire. Amélie m'a ensuite proposé Criminal Red, donc qui est un de ses derniers romans qu'elle a écrit toute seule. C'est l'histoire de Red et Temperance, qui sont donc 2 agents du FBI et qui vont devoir se retrouver à enquêter sur un tueur en série. Red est... pas loin de sa retraite, plus ou moins. C'est un ancien militaire. Et il est là en attendant, plus ou moins en punition, en attendant de faire autre chose. Son partenaire est parti à la retraite et on lui colle d'autres Temperance qui sort de l'école de police. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est un style totalement différent de ce qu'Amélie a l'habitude d'écrire. C'était vraiment très recherché au niveau du tueur en série, de la psychologie du tueur, de tout ce qu'il y avait derrière. C'était vraiment sympa. Et bien sûr, il y a une énorme attirance entre les 2 personnages qui ne peuvent pas se saquer, mais qui sont très attirés physiquement l'un par l'autre. Le roman est raconté exclusivement du point de vue de Red. J'avoue qu'à certains moments, j'aurais bien aimé avoir le point de vue de Temperance parce qu'ils sont tellement... Ils ont l'air de tellement se détester et Red désire tellement Temperance que du coup, j'aurais bien aimé savoir de son point de vue ce que ça donnait. C'est vraiment un chouette roman, vraiment différent de ce qu'elle écrit, mais sur ce coup-là, elle a vraiment assuré. Est-ce que vous avez compté le nombre de fois où j'ai dit vraiment? Il faut vraiment que je trouve un autre mot. Mes tops de langage sont horribles à la vidéo. Donc, pour
arrête, ce sera 4 étoiles. J'avais aussi craqué en même temps que Comment réparer un cœur mécanique pour Faux semblant de Casey Burns chez Dream Spinner Press. Et non, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout la même maison d'édition, donc je sais pas trop quand je l'ai acheté. Qui est la suite de... voilà, Les chemins de l'acceptation, pardon. Les contes de Toronto, donc c'est le 2e volume. Il s'agit cette fois-ci de l'histoire de Ivan qu'on avait déjà vu dans le premier tome. Ivan qui est un flic qui travaille avec... voilà, donc j'ai oublié le prénom. Alors je vous rappelle que ce n'est pas le prénom de ceux de ce mois-ci que j'ai oublié, vu que je les ai notés, mais du mois d'avant. Donc comment il s'appelait déjà? Le pire c'est qu'on en reparle. Il a un prénom à la con, genre... alors, je vais pas dire genre quoi parce qu'apparemment j'ai critiqué un prénom une fois et j'ai eu un commentaire, donc bref, et je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Il travaille avec le flic du premier tome et Ivan va devoir se retrouver à partir en infiltration pour essayer d'avoir des infos sur Parker qui est soupçonné d'être un trafiquant de drogue. Sauf que Parker est un étudiant, un jeune étudiant qui ne paye pas de mine. Et Ivan va se faire passer pour un jeune divorcé qui a plus de logement et qui habite donc qui va vivre en colocation avec Parker. Il tombe forcément amoureux de Parker, enfin il est très attiré par Parker au premier coup d'œil, mais comme il est censé être hétéro et surtout que Parker est censé être un trafiquant de drogue, et ben leur histoire n'est pas gagnée. J'ai retrouvé la plume de l'auteur que j'avais beaucoup aimé dans Les chemins de l'acceptation et j'ai très hâte de lire le tome 3. Qui concerne le frère du héros du tome 1 dont j'ai bouffé le nom et un ami du deuxième héros du tome 1 dont j'ai toujours bouffé le nom. Je crois que c'est David qui s'appelle... ouais, Davy et... voilà, je sais pas. Pourtant on revoit Davy et son homme dans le tome 2, hein, c'était vraiment ça. Punaise, comment il s'appelle? Ah, je sais plus, ça va pas me revenir. Donc on revoit Davy et son copain... Dans le tome 2, c'était vraiment sympa de retrouver ces personnages-là, de découvrir un peu plus Ivan. Enfin bref, j'ai vraiment aimé cette série et j'ai très hâte de lire le tome 3. D'ailleurs, je pense que je vais le lire ce mois-ci. Et donc pour Faux semblant, ce sera 4 étoiles et demie. Et sorti ensuite le tome 9 de Juxtapoz City, Prodigal Son de Tricia Owens. Forcément, comme d'habitude, un Juxtapoz City à peine sorti, à peine sur mon livre, à peine lu, sur mon téléphone, pardon, à peine lu. Le tome 9, on retrouve Black et Calix, donc à un moment un petit peu particulier, on avait laissé Black avec la perte de ses pouvoirs. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intriguait, parce que je me demandais ce qu'ils allaient devenir maintenant que Black n'avait plus du tout ses pouvoirs de télépathe. Et j'ai beaucoup aimé ce tome parce que la relation entre Black et Calix devient de plus en plus forte, même si ça faisait un petit moment quand même qu'on savait qu'ils étaient bien amoureux, bien accrochés l'un à l'autre. Plus ça va et plus la relation prend le dessus dans le sens où ils sont vraiment prêts à tout l'un pour l'autre et où malgré les luttes qu'il peut y avoir entre les psychopathes et les humains, entre tout ce qui leur tombe sur le coin de la gueule avec le capitaine Dickerson qui est de plus en plus méchant et d'autres méchants qui semblent venir, on se rend compte vraiment que Black et Calix c'est un duo de plus en plus fort et que leur histoire est vraiment la base de cette histoire. Je m'arrête là parce que c'est un tome 9 et c'est difficile de vous en parler sans vous spoiler, même si je viens de le faire. Et donc, sans surprise, encore une fois, pour le tome 9 de Juxtapoz City et comme pour tous les autres tomes de cette série, ce sera 4 étoiles. J'ai eu sur NetGalley Forever Mind de Abby Glines, qui est le tome 9 de la série Rosemary Beach, donc publié par les éditions Émoi. J'avais envie de le lire sans trop avoir envie de le lire parce que je savais qu'il allait parler de Bessie et de Trip et surtout qu'on allait revenir sur la mort de Jace. C'est Jace ? Je sais plus comment il s'appelle. Jace. Ouais, c'est Jace. Que je ne voulais pas entendre parce que j'adorais ce personnage et j'ai pas aimé la façon dont il est mort et j'ai pas aimé du tout le comportement de Bessie. Alors oui, effectivement, en lisant ce roman, on en apprend un peu plus sur elle, on comprend un petit peu plus pourquoi elle a agi comme ça, mais ça n'empêche que je n'aime pas ce personnage. J'ai pas accroché plus que ça à Trip, même si lui il est quand même mieux que pour moi, à mon sens, que Bessie. Voilà, je l'ai lu un peu à contre-cœur et du coup la magie n'a pas opéré. Alors oui, si vous avez vu la série Rosemary Beach, lisez-le, on va retrouver tous les éléments qu'on aime dans cette série, tous les personnages, le style d'Abby Glines qui est toujours aussi léger et agréable à lire. J'ai juste pas accroché avec les personnages principaux, j'ai pas réussi à passer au-delà de la mort de Jace. Du coup, pour Forever Mind, ce sera 2 étoiles. Pendant que j'étais en vacances, j'ai reçu un SMS, enfin un message Messenger de Amélie qui m'a dit « Non mais regarde ce livre !» Il s'agit de Absolution de Sloane Kennedy. Absolution qui n'est sorti qu'en anglais, j'ai contacté l'auteur pour savoir s'il était sorti ailleurs que sur Amazon et non.
Je l'ai donc téléchargé et lu sur mon téléphone. Absolution, c'est donc un MMM. Ça fait beaucoup de M. Donc une histoire d'amour à 3. Ouais, j'étais pas méga chaude au départ, faut dire ce qui est. C'est pas un triangle amoureux. En anglais on dit un threesome, je sais pas comment on dit en français. C'est pas très beau le mot en français, je veux pas le savoir. C'est juste une histoire d'amour entre 3 garçons. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a amené cette histoire. On a Jonas, qui est donc un artiste qui est parti pendant 4 ans en Europe et qui revient s'installer aux États-Unis. Qui a vécu des trucs assez dramatiques dans son enfance et qui essaye de reconstruire sa vie. On a Mace, qui est un ancien flic qui travaille maintenant pour une organisation qui est chargée de faire justice elle-même et qui va tuer par exemple des pédophiles, des tueurs, des assassins, des méchants, enfin bref des méchants. Ils se font justice eux-mêmes. Et il a un contrat sur Jonas qui apparemment est un pédophile. Et on a le troisième de l'histoire, il s'agit de Cole, qui est donc un militaire qui vient juste de quitter l'armée et dont la petite sœur s'est enfuie quand elle était gamine. Et il vient d'apprendre qu'elle est morte. Et l'enquête l'amène à Jonas, parce que Jonas et sa sœur ont eu un passé commun quand ils se sont enfuis tous les deux de leur domicile et qu'ils se sont retrouvés à devoir se prostituer pour survivre. Les 3 garçons vont se retrouver plus ou moins en même temps. Mace ayant du mal à tuer Jonas, il n'arrive pas, il a beau l'observer depuis une semaine, il n'arrive pas à le tuer. Et il va donc répondre à une annonce que Jonas a mis en ligne pour chercher quelqu'un pour l'aider à retaper la boutique qu'il vient d'acheter pour servir de studio et apprendre à le connaître et tomber amoureux de lui. Et Cole va arriver là au milieu. Et en fait, les 3 garçons vont se retrouver amoureux les uns des autres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas de duo dominant en fait dans ce trio, c'est les 3 ou rien. Et c'est vraiment quelque chose de fort et de très beau. Parce qu'à aucun moment, il y en a un qui est mis de côté. La tête de Jonas étant mise à prix, les garçons vont donc s'enfuir avec lui et essayer de le mettre en sécurité. Entre Cole et Mace, je crois qu'il y a de quoi faire. Et petit à petit découvrir plein de choses les uns sur les autres. Bref, c'est une très très belle histoire d'amour mêlée à du suspense, de l'action, des trucs que j'aime. Et j'ai vraiment aimé la relation entre les 3 garçons qui, comme je vous le disais, est très très bien amenée et ne laisse aucun temps mort et surtout aucun de côté. C'était le premier roman de Sloane Kennedy que je lisais. Apparemment, elle a écrit beaucoup de MMM, MMF, MFM, enfin bon, bref. Je vais me pencher sur ces autres MMM parce que j'avoue que c'était très très bien amené. Et si les autres sont comme ça, j'ai envie de dire ouais, je crois que je vais le lire. Et donc, pour Absolution, ce sera 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu, alors c'est le dernier livre que j'ai lu pendant mes vacances, et vous comprendrez pourquoi j'ai lu autant de romans numériques. Pour Zach, de Rowan Speedwell chez Dream Spinner Press. C'est un roman que j'avais envie de lire depuis un petit moment, qui me faisait de l'œil et j'ai profité d'une promo sur le site pour l'acheter. C'est l'histoire de Zach qui donc à 16 ans déclare sa flamme à David qui est le fils de la gouvernante de ses parents. Ses parents ont une grosse société d'informatique, sont très riches, enfin bon bref. Et du coup en accord avec David et ses parents, enfin en accord avec David, ses parents décident d'éloigner Zach, estimant qu'il est trop jeune pour être sérieux dans une histoire, qu'il a besoin de découvrir autre chose et donc de l'éloigner un petit peu de David. Et il l'envoie chez sa tante dans un pays d'Amérique latine dont j'ai bouffé le nom. Et Zach va se faire kidnapper à l'aéroport. On le retrouve 4 ans après, quand il est délivré par une équipe, un corps d'armée, d'ailleurs c'est des militaires des États-Unis, quand ils finissent par traquer les guerrilleros, totalement par hasard en fait, et ils vont retrouver ce jeune homme qui a un comportement d'un chien en fait. Il est réduit en esclavage, il est dans une cage, il a un collier, il aboie, enfin bref. Vraiment, il était considéré comme le chien du chef des guerrilleros. Et l'histoire continue 4 ans après le retour de Zach, qui est rentré chez lui et qui mène une vie un peu spéciale. Il est suivi par un psy, il a 2 séances de psy par jour, tous les jours de la semaine. Il sort, mais personne ne sait vraiment qu'il est rentré, enfin qu'il est là, les gens savent qu'il est rentré, mais voilà, il sort pas, il fait pas d'interview, enfin bref. Il est vraiment protégé en attendant d'essayer de retrouver une vie à peu près normale. À peu près au même moment, David rentre chez sa mère, qui habite sur les terres donc, de la famille de Zach. Et si les 2 jeunes gens s'évitent au départ, ils vont finir par tomber l'un sur l'autre et petit à petit réapprendre David va apprendre à apprivoiser Zach doucement, Zach à s'ouvrir, à grandir, à passer outre ses blessures
Et j'ai vraiment beaucoup aimé la relation entre les deux qui est très très forte et tout en douceur parce que David a tellement peur de ce qui est arrivé à Zach, s'en veut tellement pour ce qui est arrivé à Zach et Zach est tellement à fleur de peau que les deux personnages vont apprendre doucement au contact l'un de l'autre à se retrouver et à faire le chemin l'un vers l'autre. C'est une romance qui m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé l'histoire au fond. Alors j'avais déjà lu un roman de Rowan Speedwell qui était Illumination, un des premiers MM que j'ai lu chez Milady, que j'avais pas surkiffé. Mais là je me suis vraiment réconciliée avec le style de l'auteur et je pense que je me pencherai un petit peu plus sur ses autres romans. Et donc pour Zach de Rowan Speedwell, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu enfin mon premier roman papier que j'ai prêté à une copine, donc vous vous contenterez de la couverture numérique. Il s'agit de Dans chacun de mes mots de Tamara Irlandstone, publié chez Hugo Co. Dans la collection New Way. C'est un roman que j'ai sollicité auprès de Mélusine, d'ailleurs je la remercie énormément. Le résumé me donnait vraiment envie de le lire. Il s'agit de l'histoire de Samantha, qui est une ado qui a des pensées un peu bizarres, en fait, elle a des pensées un peu morbides, et elle a beaucoup de phobies, de tocs, et elle est suivie par un psy dans le plus grand secret. Et quand elle rentre au lycée, pour sa dernière année, elle fait partie d'un groupe de filles très populaires, ses copines depuis toujours, et elle va se rendre compte que sa vie ne lui convient plus. Elle va faire la connaissance de Caroline, une gamine de son lycée, qui va l'entraîner dans un endroit secret, qui s'appelle le Club des Poètes, où elle va rencontrer d'autres jeunes qui ont monté un club de poètes, donc de slam, de poésie, où elle va doucement mais sûrement finir par mettre des mots sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle ressent, et se découvrir elle-même. Dans ce club, elle va faire la connaissance de Eiji, qui lui la connaît depuis longtemps parce qu'il était son souffre-douleur à elle et sa meilleure amie quand elles étaient petites, et ça m'a complètement zappé cette période. Elle va réapprendre doucement à se faire pardonner par Eiji, et une histoire va se créer entre les deux. J'ai beaucoup aimé ce roman, les mots de l'auteur sont très justes, très beaux. La poésie qu'il y a dans ce roman, que ce soit dans les poèmes que récitent les poètes du Club des Poètes ou dans l'ambiance, dans le reste du roman, tout est très touchant, tout est très juste, et on a vraiment oublié cette période de l'adolescence qui est si difficile quand on la vit et qui nous semble pourtant à des années-lumière quand on n'y est plus. Mais le malaise des adolescents a vraiment très bien traité, et j'ai adoré, tout simplement adoré ce roman. La fin m'a collé des frissons. J'ai eu beaucoup de mal à lire autre chose après ça parce que je ne sais pas comment on se remet d'un roman pareil. Et donc pour Dans chacun de mes mots, ce sera mon coup de cœur, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite lu Léo, qui est le tome 2 des Loups de Riverdance de H.V. Gabriel chez Milady. Alors j'ai oublié de dire, dans chacun de mes mots rentrer dans le challenge de Nikita. Léo aussi, et Léo a la double particularité de rentrer aussi dans le challenge de Tinker, vu qu'il s'agit de la suite du premier tome qui était sur Lucas. Léo est le fils de Marcus. On l'a déjà vu dans le premier tome, j'avais beaucoup aimé ce personnage. Et j'avais hâte de le retrouver, de me demander comment il allait finir gay vu qu'il était hétéro à la fin du premier. C'est donc un loup-garou, Léo. Et il retourne pas à Riverdance d'ailleurs, parce que je sais plus dans quelle ville ils habitent. Et il va... il est divorcé et sa femme décide de partir en Europe et lui laisse donc la garde de sa fille. Et à l'école de sa fille, il va faire la connaissance de Zach Black-Oak, qui est le tuteur d'un petit garçon qui est en classe avec la fille de Léo. Alors comment s'appelle déjà la fille de Léo? Je vais vous dire, parce que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette gamine. Hop. Je cherche, hein. Hop, comment elle s'appelle? Lily Rose. C'est ça, Lily Rose. Donc Lily Rose, la fille de Léo, et Cody, le pupille de Zach. Au départ, ils se détestent forcément, mais finalement vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Léo va devoir protéger Zach et Cody. Le père de Cody était lui-même un loup-garou. C'est l'ex-petite amie de Zach, donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé, il est mort, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à devoir prendre soin de Cody. Et il y a des méchants qui kidnappent les enfants, et qui kidnappent notamment Cody. Et Léo va se retrouver un petit peu au milieu de tout ça, parce que comme son père est parti, tout le monde attend à ce qu'il prenne la place d'Alpha, sauf qu'il ne veut pas forcément. Il est là au milieu de la meute,
en sachant pas vraiment où est sa place, en sachant pas vraiment ce qu'il veut vraiment de la vie, ce qu'il attend vraiment par rapport à la meute. Et il va se retrouver avec ses enfants de métamorphes, alors Thérianthrope que ça s'appelle dans cette série, qui disparaissent, pas forcément que des loups d'ailleurs, et il va devoir mener l'enquête avec Zach. J'ai beaucoup aimé Léo, c'était un personnage que j'ai beaucoup aimé. On retrouve Marcus et Lucas est beaucoup moins prise de tête que dans le premier, donc j'ai apprécié encore plus Lucas, qui est un personnage qui m'avait laissé un peu ambivalent, parce qu'il était, à la fois je l'avais adoré, et à la fois il m'avait pris la tête avec ses monologues sortis de je ne sais où. Ce n'est pas du tout le cas de Léo. Et on découvre du coup Logan et le futur amoureux de Logan. Donc j'ai très hâte de lire le tome 3 qui n'est pas encore sorti et qui sort cet automne ou cet hiver même. Donc une jolie surprise pour ce roman. Et pour le tome 2 du coup des Loups de Riverdance, ce sera 4 étoiles. J'ai enfin lu Fairfield, Ohio de Mia Topic chez Milady, qui est le slash qui est sorti au mois de mars. Alors j'ai fait un caprice pour l'avoir au salon du livre et j'ai attendu avril pour le lire. Celui-ci aussi rentre dans mon challenge de Nikita vu que je l'ai acheté au mois de novembre. C'est l'histoire de Jamie et Logan. Jamie, dont les parents sont morts alors qu'il allait rentrer à la fac et qui a la charge de son petit frère. Et Logan, qui est le fils d'un avocat vraiment exécrable. Et donc le père de Logan, Sam je crois, va avoir un accident de voiture avec Jamie et va essayer de l'intimider. Et donc le frère de Logan, qui doit s'appeler... Attends. Pardon. Comment il s'appelle le frère de Logan? Je vais dire ça tout de suite. Cameron. Cameron va donc vouloir défendre Jamie quand il va arriver dans le cabinet de son père qui veut à tout prix pas payer les réparations même si c'était sa faute. Et quand il va le voir à quel point Jamie est mignon, il va faire venir son frère pour le lui présenter. Et Logan va tomber totalement sous le charme de Jamie et tout faire pour le conquérir. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que en fait, à partir du moment où ils se mettent ensemble, ils ne se séparent pas. Je crois que c'est très rare dans les romances elles-mêmes. C'est une romance toute mignonne. Alors il y a plein d'obstacles forcément autour d'eux, mais ils restent ensemble et c'est quand même super rare d'avoir des personnages comme ça qui ne se séparent pas. Et j'ai beaucoup aimé, c'est tout mignon. Le style de l'auteur est différent de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est très poétique, un peu comme un conte. Et c'est une romance mais adorable, toute mignonne, que vous ne pouvez qu'aimer parce que c'est juste, on a des étoiles plein les yeux, des arcs-en-ciel et tout ça quand on a fini de la lire. Donc c'était une vraiment très jolie romance, je suis bien contente de l'avoir enfin lu. Et donc pour Fairfield, Ohio, ce sera 4 étoiles. J'ai découvert un samedi après-midi, beaucoup par hasard, que Rose Darcy était en dédicace au Cultura de ma ville. J'ai donc filé la voir. Alors il n'y a pas grand monde, ce qui fait que j'ai pu rester discuter avec elle. Et je suis repartie avec 2 romans, dont Wanted Doudou, qui est en auto-publication, qui est l'histoire de Sydney et de Taines. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée pour la prononciation. Sydney, qui est un jeune illustrateur il fait des couvertures en fait de romans gays, j'adore. Un peu agoraphobe, il reste tout le temps chez lui, tout ça. Et en fait, il va perdre son doudou et il va partir dans une une chasse au doudou, accompagné par Taines, qui est l'éditeur. En fait, Taines est imprimeur et il habite dans le même quartier que Sydney et ils travaillent ensemble pour imprimer diverses commandes que peut faire Sydney pour les commerçants de son quartier quand son assistante a décidé de le forcer à sortir un peu. Et donc les 2 jeunes gens vont doucement mais sûrement chercher le doudou de Sydney et on va comprendre très vite que Taines est amoureux de lui même si Sydney ne s'en rend pas compte et il va tout faire pour le faire craquer. Alors là aussi c'est émotion garantie, c'est quelque chose de tout mignon, de tout adorable, c'est carrément une lecture doudou. J'ai beaucoup aimé, c'était super, c'était trop mignon, enfin il n'y a pas d'autre mot que mignon parce que c'est ça. L'histoire est adorable, les personnages sont très attachants, on sort de là avec un grand sourire, c'était adorable, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une histoire toute mignonne, toute douce que je vous conseille fortement. Et donc pour Wanted Doudou, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite lu, grâce à Gwenlan d'ailleurs, qui a été contactée par l'auteur, donc Mathias Pessagan, l'a contacté il y a quelques temps sur son blog pour lui proposer son nouveau roman qui est du MF, La vie secrète, la vie inavouée de Mia, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le titre en barre d'infos. Et Mathias publiant du MM, Coralie lui a passé mes coordonnées et donc il m'a proposé L'Ironie, l'intégrale, qui est donc un recueil de 2 romans, L'Ironie d'un sort et L'Ironie... je suis pas sûre de l'avoir noté, je vous remettrai, de toute façon vous avez les couvertures là au moment où je vous parle. Non, je sais plus, L'Ironie d'un sort et je sais plus le deuxième. Qui sont 2 romans en fait qui se suivent regroupés en un seul même. L'Ironie d'un sort, c'est l'histoire de Alan,
qui est un jeune homme, apprenti coiffeur, qui au début du roman fait une tentative de suicide. Il va carrément péter un plomb, il en a marre de la vie, il a vécu des trucs assez difficiles dans son passé et il va devoir se prostituer. Enfin, il trouve la solution de l'escorte pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire venir son fils, qu'il a eu quand il avait 15 ans avec sa meilleure amie, qui est morte, voilà, pour pouvoir faire venir son fils à Paris et l'élever convenablement. Il va être pris sous l'aile d'un homme un peu mystérieux au départ, dont je ne veux pas vous spoiler qui c'est, qui va le sortir de là et qui va lui faire découvrir, qui va l'aider financièrement déjà, et qui va lui faire découvrir un autre monde, lui redonner le goût à la vie et lui présenter d'autres jeunes hommes qui l'a aidé aussi, dont un, dont je vous tairai le nom aussi pour ne pas vous surprendre, qui est en fait amoureux d'Alan, sans qu'Alan le sache, et qui va tout faire pour le conquérir. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que c'était très bien écrit et l'histoire, qui est très sombre au départ, s'allège doucement et on tombe sur quelque chose de... Alors c'est une happy end et le deuxième aussi, et voilà, c'était encore une lecture doudou, encore une lecture mignonne et qui m'a beaucoup plu, même si les personnages ont un passé très noir, très sombre. Voilà, on va vers la lumière et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans le deuxième tome, il s'agit de l'histoire de Jessie et Elliot, donc ce sont des personnages qu'on va retrouver parce que Jessie va être le nounou de Alan qui a donc récupéré son fils et de son amoureux dont je vous tairai le nom. Et Elliot revient des États-Unis après un divorce et va donc louer un appartement que possèdent Alan et son amoureux. Et voilà, tout le monde va finir par se rencontrer. Elliot est hétéro et va se rendre compte en tombant amoureux de Jessie qu'en fait il est gay, ce qui n'est pas forcément facile pour lui. Et surtout à mettre en pratique. Jessie, j'ai moyennement aimé le personnage au début parce qu'il avait... Il y a un côté très trash dans ce roman, que j'ai pas trop aimé. Il y a 2-3 scènes un peu trash. Trash et pas trash en fait, c'est assez difficile à dire. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, on va dire. Que j'ai pas l'habitude de lire dans les romans elles-mêmes, qui m'a un peu dérangée, mais heureusement on reste quand même sur un côté mignon, romantique, que je préfère. Et voilà, ce deuxième tome m'a un petit peu moins plu, même si la fin a vraiment rattrapé l'histoire et la relation surtout entre Elliot et Jessie qui est plus sèche, plus crue, ouais, c'est ça le mot, plus crue que celle d'Alan et de son amoureux. Alors j'ai pas oublié le nom, je sais comment il s'appelle, hein, mais je vais pas vous dire qui c'est pour pas vous spoiler. Et donc du coup, voilà, est différente, c'est moins sombre dans le sens où ils ont un passé moins lourd. Mais ça a ce côté sombre à ce niveau-là, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'a l'air récurrent chez Mathias Pessagan, cette part d'ombre et de lumière, qui était très intéressante à lire dans les 2 tomes et qui m'a beaucoup plu. Et donc pour l'intégrale de l'ironie, ce sera 4 étoiles. J'ai reçu de la part de Flammarion Enaël, le tome 1 Lapin de Hélène Falconer, donc dans le cadre de la masse critique Babelio, donc je tiens à remercier Babelio et Flammarion. C'est l'histoire de Enaël, donc qui est une jeune ado normale qui un jour va... suivre une petite fille qu'elle va voir dans la lande perdue au milieu de l'Irlande où elle habite et va développer des pouvoirs magiques et donc ses parents, enfin des pouvoirs extraordinaires, ses parents vont lui avouer qu'en fait elle n'est pas leur enfant biologique mais qu'elle est un changeling, l'enfant des fées, donc que les fées ont laissé à la place de leur véritable enfant qui est parti dans le monde de la jeunesse éternelle. Et Naël va donc, accompagnée de Shay, qui est un garçon de sa classe, essayer d'en savoir le plus possible sur son véritable monde d'origine. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'aime beaucoup l'univers des Changelings, même si c'est le deuxième roman que je lis. Alors c'est du jeunesse, hein, c'est du vraiment pré-ado, le style est très simple, mais à la fois j'ai eu des frissons à plusieurs endroits. J'ai beaucoup aimé le fait que justement l'auteur, même si elle a un style simple et des mots faciles, va entraîner le lecteur dans un univers un petit peu plus sombre, et je pense que justement c'est vraiment un très bon livre à conseiller aux pré-ados pour s'orienter vers quelque chose de plus sombre derrière. Elle ne tombe pas du tout dans les clichés du genre, alors oui il y a quelques clichés, forcément on retrouve les codes de ce genre de roman, mais à un moment j'ai cru vraiment qu'on allait avoir un truc que j'aime pas du tout dans les romans, et pas du tout. L'auteur m'a surpris et m'a vraiment donné envie de lire la suite, de savoir ce qui va se passer dans le reste des aventures d'Enaël. Et c'était une très très jolie découverte que je vous conseille fortement. Et pour Enaël, ce sera donc 4 étoiles. Voilà, ce bilan est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que je n'ai pas été trop longue. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de vraiment que j'ai dit, mais à mon avis, il y en a un paquet.
Ce sera tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les challenges. Le challenge de Nikita, c'est lecture commune. J'ai prévu normalement un U4 avec Gwenlan et le tome 2 de Bad. De par là, hop. Avec Tinker. Le challenge de Tinker sur le prince charmant, c'est pompier ou biker ou en joker, n'importe qui avec un uniforme. Je sais pas ce que je vais lire, j'ai pas encore regardé dans ma palle ce que j'avais, donc j'espère. J'ai envie de lire un biker, je sais pas si j'en ai, mais je pense que je vais m'orienter vers un biker. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous montre, je sais pas si vous allez voir mon nouveau tatouage, je sais pas trop ce que ça donne là. Enfin, je vous le remontrerai de toute façon dans une autre vidéo, donc je l'ai mis sur le blog. Il est tout beau, tout neuf, pas encore cicatrisé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses plein de bonnes lectures pour ce mois de mai qui s'annonce, je l'espère, prolifique en lecture. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!